Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui parmi nous. Alors aujourd'hui, on va passer là les 50 prochaines minutes ensemble pour explorer un sujet qu'on n'entend pas souvent parler, mais qui est assez important, c'est celui de l'accessibilité dans les jeux vidéo. Alors je suis désolée d'avance, parce que vu que parfois j'ai utilisé des mots anglais et que j'ai un accent assez dramatique, certains sous-titres ne seront pas forcément très fiables, mais ils ont le mérite d'être là. Alors, pour me présenter rapidement, moi c'est Noélie. Le petit animal dans mes bras, c'est Wally, mon chat. Actuellement, je suis engineering manager chez Jagi, où je combine un peu mon expérience technique avec ma passion pour l'accessibilité numérique chez eux. J'interviens également à l'EMI, où j'enseigne en fait le développement web, avec des cours axés sur l'accessibilité numérique. En parallèle de ça, je suis bénévole chez Gamer, qui est une association qui promeut la diversité et l'inclusion dans les domaines du jeu vidéo, de l'e-sport et du streaming. Avant ça, j'étais consultante en accessibilité numérique, et encore avant ça, j'étais dev front. Mon objectif à travers tous mes engagements, c'est de construire des expériences numériques qui vont être plus inclusives, que ce soit à la fois dans les jeux ou sur le web. Avant qu'on vous plonge vraiment dans le vif du sujet, voici je pense qu'une petite introduction est nécessaire pour que tout le monde parte sur des bases communes. Donc là, je vous ai mis 6 catégories de handicap qui sont définies par l'AGFIP. Et je voulais faire un peu question-réponse avec vous dès maintenant, mais on prendra le temps plus tard parce que j'ai perdu un peu de temps avec l'installation et les petits problèmes de câbles qui ne fonctionnaient pas. Mais du coup, pour vous faire un rapide état des lieux de ces catégories, dans les troubles moteurs, on va retrouver tout ce qui va plutôt être difficulté à se déplacer, à effectuer certains gestes ou encore à communiquer. Dans les troubles sensoriels, j'ai combiné à la fois les troubles visuels et auditifs, qui peuvent être légers à profonds. Donc ça va être le fait d'être malvoyant, le fait d'être malentendant, d'être sourd ou aveugle. Dans les troubles intellectuels, on passe à la suite, c'est plutôt tout ce qui va être limitation de la compréhension, de la conceptualisation ou encore de la communication. Alors, psychique, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que vous découvrez aussi maintenant, parce que quand on fait de l'accessibilité numérique, les troubles psychiques, on ne les prend pas spécialement en compte, mais quand on fait un jeu vidéo, ça prend tout son sens. Dans psychique, vous allez retrouver tout ce qui est lié au trauma, aux phobies, à l'addiction, ou encore aux troubles anxieux. Cognitif, maintenant, ça va être des troubles plutôt du comportement, des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du spectre autistique, etc. Et les troubles 10, je les oublie, mais il y en a beaucoup, donc dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, etc. Enfin, on n'y pense pas non plus souvent, mais tout ce qui est maladie invalidante, comme notamment des pathologies comme le cancer, le VIH, sclérose en plaques, ou encore les effets liés au Covid long. Voilà, donc maintenant que vous avez ces éléments-là, on va pouvoir passer du coup à quelques chiffres aussi, parce que je pense que c'est intéressant de les avoir. Alors, mes chiffres datent un petit peu de, je crois que mars 2023, je vous l'ai mis tout en bas en tout petit, désolé. Mais une personne sur 6 est dans le monde est en situation de handicap. Mais la majorité des handicaps sont invisibles, donc cela passe relativement inaperçu. Et également, donc là on va plus rentrer dans le secteur du jeu vidéo, il y a une étude d'Accenture qui date de 2021 qui estime qu'on a 2,7 milliards de personnes qui jouent aux jeux vidéo. Et Microsoft a fait des estimations selon lesquelles 15% de ces 2,7 milliards de personnes sont en situation de handicap, ce qui va représenter près de 400 millions de personnes. Voilà, donc la conclusion en fait de ces chiffres, c'est qu'ils montrent vraiment l'importance de l'accessibilité dans les jeux vidéo, non seulement pour une question d'inclusion, mais aussi une très belle opportunité de toucher un public plus large. Un autre aspect crucial à garder en tête, c'est que le handicap, il n'est pas forcément toujours permanent. Il peut également être temporaire ou situationnel, ce qui va rendre la réflexion de l'accessibilité encore plus pertinente, surtout dans le jeu vidéo. Donc là, c'est le Persona Spectrum qui est proposé par Microsoft dans son Design Toolkit. Et en fait, vous avez, sur cette infographie, vous avez différents exemples de situations où en fait, on va prendre le cas de la première, où vous avez une personne qui tient un enfant dans les bras, qui va retrouver des contraintes similaires à une personne qui a un bras dans le plâtre et à une personne qui n'a qu'un seul bras. Pour autant, ces différentes situations, elles ne sont pas forcément permanentes dans le temps. La première, à partir du moment où elle va poser l'enfant,
la personne. À partir du moment où on va poser l'enfant, elle aura l'usage de ses deux bras à nouveau. De même, la personne qui a le bras dans le plâtre, une fois qu'on lui retire son plâtre, elle retrouve l'usage de ses deux bras. Contrairement à la personne qui, elle, n'a qu'un bras, à moins d'avoir une prothèse, elle n'aura toujours qu'un bras. Alors pourquoi c'est important? C'est justement parce que ça élargit la notion d'accessibilité. Ce qu'on conçoit pour des personnes en situation de handicap, ça va forcément avoir un impact sur un plus large public, dans des contextes assez variés. Et rendre nos jeux accessibles, ça va être améliorer l'expérience de tous les joueurs et toutes les joueuses. Vous verrez plus tard pourquoi ces exemples sont assez importants dans la suite de la conférence. Maintenant qu'on est tous et toutes sur les mêmes bases, voici où j'aimerais vous emmener avec moi durant notre temps ensemble. J'aimerais qu'on commence par quelques définitions essentielles pour qu'on s'assure que tout le monde a bien les repères nécessaires pour la suite de la conférence. Ensuite, on ira explorer un peu les piliers fondamentaux de l'accessibilité dans le jeu vidéo. Je précise, c'est important. Et on verra concrètement comment est-ce qu'on met en place tous ces principes dans le développement de jeu avec des exemples. Et pour clore, on fera une petite session de questions-réponses en fonction du temps qui nous restera et de si j'arrive à gérer mon timing. Alors, premier point important, qu'est-ce que l'accessibilité des jeux vidéo? Parce que c'est bien, je vous en parle, mais ça veut dire beaucoup de choses. Alors là, je vous ai mis la définition de l'International Game Designer Association, Game Accessibility Special Interest Group. Donc c'est le groupe d'intérêt qui existe, qui a été créé par du coup l'IGDA, je vais le dire comme ça, ce sera plus simple, qui a créé un groupe d'intérêt dédié à l'accessibilité des jeux. Leur définition a dit que les situations de handicap, elles apparaissent dues à des décalages entre les capacités d'une personne et des barrières avec lesquelles elles sont en interaction. La plupart de ces barrières, elles sont non intentionnelles et non nécessaires. Accessibilité, ça veut dire éviter ces barrières non nécessaires. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair pour tout le monde? Si ça l'est pas, c'est pas grave. Il y a des exemples plus parlants juste après, que je vais vous montrer dès maintenant. Ce qui est important de distinguer, c'est vraiment qu'il y a des barrières intentionnelles et des barrières non nécessaires. Les barrières intentionnelles, elles vont être essentielles pour le concept même du jeu, c'est-à-dire que si on venait à retirer ces barrières, l'expérience et l'essence du jeu seraient perdues. Ça va, ça commence à rentrer un peu. Pour donner des exemples concrets sur ce qu'est une barrière intentionnelle, je vous ai mis deux exemples. Le premier avec les jeux Professor Layton. Est-ce que parmi vous, vous connaissez Professor Layton? Ok, ça marche. Pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas, ce jeu, en fait, ça repose sur la résolution d'énigmes qui peuvent être plus ou moins complexes avec le temps. Mais le problème, c'est que ces énigmes peuvent apporter des problématiques à des personnes qui pourraient avoir des troubles de la conceptualisation, de la compréhension, qui pourraient avoir des troubles dyscalculiques, etc. Donc c'est une barrière pour certaines personnes parce qu'elles ne seront pas en mesure de pouvoir pleinement jouer au jeu. Toutefois, si on vient à enlever ces énigmes, on perd l'élément central du jeu, qui fait que Professeur Layton sans énigmes, ce n'est plus Professeur Layton. Voilà. Donc c'est une barrière intentionnelle. Pareil, je vous ai mis un autre exemple, c'est les jeux WarioWare. Alors est-ce que ça parle aussi à du monde ou beaucoup moins? Un petit peu moins, mais c'est pas grave. WarioWare, c'est des séries de mini-jeux qui vont s'enchaîner à une vitesse assez effrénée. Il y a des limites de temps aussi pour réaliser ces mini-jeux. Tout se fait dans la rapidité, dans un peu l'anxiété aussi de finir à temps. Et en fait, si on supprime cette contrainte, on va retirer toute la tension et le défi dans ce jeu. C'est bon? Vous avez compris le concept de barrière intentionnelle maintenant? Parfait. Mais d'un autre côté, il existe des barrières involontaires. Donc là, je ne vous ai pas mis d'image. C'est des barrières qui ne sont pas conçues pour nuire, mais qui peuvent exclure des joueurs et joueuses. Un exemple qui est très parlant, c'est un jeu mobile qui s'appelle Two Dots. Dans ce jeu, il faut relier des points de couleur les uns avec les autres pour les faire disparaître. Sauf que le problème, c'est que les personnes daltoniennes et les personnes achromates, alors personnes achromates, si ça ne vous parle pas, c'est des personnes qui voient en niveau de gris. Et pour ces personnes, les couleurs elles peuvent ne pas être discernables, et c'est là où on crée une barrière. Heureusement, cette barrière elle a été résolue par les gens derrière Two Dots en ajoutant un sigle distinctif pour chaque couleur. C'est-à-dire que le orange, c'est devenu un triangle. Enfin, il y a un triangle sur le rond orange. Ce qui permet en fait justement de faire en sorte que tout le monde puisse jouer et profiter du jeu de manière équitable. On va faire un petit test maintenant pour vérifier que vous avez bien compris la différence entre barrière intentionnelle et barrière involontaire.
Je vous ai mis à l'écran une capture du jeu Pokémon Go. Est-ce que déjà ça parle à du monde dans la salle? N'hésitez pas à lever la main, comme ça je vois à peu près. Bon, quasiment tout le monde. Bon, si jamais il y en a qui ne connaissent pas, Pokémon Go, c'est un jeu mobile où l'objectif, en fait, c'est d'aller attraper des Pokémon, donc des petites créatures, en se promenant dans la rue avec son téléphone à la main. Donc en gros, le jeu vous encourage à vraiment sortir et explorer le monde réel. Avec ces simples informations, ou votre connaissance du jeu, bien évidemment, je vais vous poser 3 questions. Essayez de lever la main au moment où vous pensez que c'est la bonne. Est-ce que le jeu a des barrières intentionnelles? Ok. Involontaires? Et qui pense que c'est les deux? Ok. Alors effectivement, c'est les deux. Pourquoi en fait? C'est que lors du lancement de Pokémon Go, la barrière intentionnelle, c'était justement de devoir sortir de chez soi. Alors on peut se dire, bon, c'est simple, hein, on ouvre la porte, on sort, et puis voilà. Le problème, c'est qu'on a des personnes à mobilité réduite pour qui l'espace urbain n'est pas forcément le plus adapté, ou encore des personnes agoraphobes qui ne peuvent du coup pas sortir de chez elles, ou même des personnes qui vivent dans des zones peu accessibles. Je parle plutôt en réseau je vais y arriver, en réseau mobile et autres, qui donc ne peuvent pas forcément jouer au jeu de cette façon. Donc ça, c'était la barrière intentionnelle, le fait de devoir sortir. Par contre, on a eu en 2020 un super truc qui s'appelait le Covid, qui a fait que tout le monde a dû rester chez soi. Pokémon Go, l'objectif, c'est de sortir de chez soi. Et pour justement ne pas que le jeu meure, ils ont dû s'adapter pour justement proposer un moyen de continuer à jouer au jeu tout en étant chez soi. Ce qu'ils ont réussi à faire, et en proposant justement certains ajustements. Et ces ajustements montrent que certaines des barrières n'étaient pas nécessaires et qu'elles pouvaient tout à fait être contournées sans nuire à l'expérience du jeu. Voilà. Est-ce que c'est clair? Parfait. Alors, l'accessibilité des jeux vidéo, ça va bien au-delà d'une simple question de barrière intentionnelle et involontaire. C'est avant tout une manière de se connecter avec d'autres, de créer un sentiment d'appartenance à une communauté. Mais c'est également... Enfin, les jeux vidéo offrent également un sentiment vraiment d'accomplissement, de réalisation et même de dépassement de soi. On sous-estime beaucoup de jeux vidéo, on critique beaucoup, mais ça fait quand même fait partie des choses qu'il peut apporter. Je vous ai mis ici une citation en anglais d'une personne que je vais vous dire en français, qui explique qu'en fait, alors c'est une personne qui est devenue handicapée des suites d'un accident, qui explique que quand le monde entier lui est devenu inaccessible, les jeux vidéo lui ont donné des possibilités. Cette citation, elle montre bien à quel point l'accessibilité, c'est pas juste une question de technique, ça va vraiment être une porte d'entrée vers une nouvelle forme de liberté et de participation sociale pour celles et ceux qui en ont besoin. Je vais quand même faire une petite distinction vraiment entre 2 termes, accessible et abordable ou approchable. En français, c'est un peu compliqué d'avoir vraiment un seul terme pour définir ça. En anglais, ce serait approachable, avec mon super accent. Mais du coup, accessible, vraiment, je veux vraiment qu'on distingue les deux parce qu'ils diffèrent fondamentalement. Accessible, c'est rendre un jeu jouable pour des personnes handicapées en intégrant des fonctionnalités spécifiques, donc des sous-titres, remappage des contrôles, indications visuelles, etc. On verra dans le détail par la suite. Ça implique également de collaborer avec des joueurs et joueuses handicapés dès la conception et de tester tous les prototypes pour identifier et lever des barrières dès le début. L'objectif, c'est du coup de créer un jeu qui s'adresse à un public élargi, qui inclut les 400 millions de joueurs et joueuses concernés par handicap, mais aussi des joueurs et joueuses sans handicap qui bénéficieront plus tard des options d'accessibilité. Abordable ou approchable, ça va plutôt être facilité aux nouveaux joueurs et nouvelles joueuses, ou encore aux non-initiés d'un genre particulier. Donc ça va passer par des éléments plutôt comme on va leur proposer des tutoriels assez efficaces pour comprendre les mécaniques du jeu. On va leur proposer des modes adaptés, par exemple des modes histoire sans pression derrière, sans forcément... des modes qui vont permettre de profiter de l'intrigue sans pression. Ça va être également des tests utilisateurs avec des joueurs et joueuses novices pour s'assurer que l'expérience est bien compréhensible. Et ça peut être passé aussi par des prix réduits. Parce que vous allez entendre souvent « un jeu est accessible parce qu'il est gratuit ». Non, soyons clairs. Mais il peut être du coup plutôt abordable. Voilà. Je veux vraiment qu'on fasse la distinction entre ces 2 termes, c'est très important pour moi.
L'objectif d'un jeu abordable approchable, c'est de réduire les obstacles à l'amusement et de rendre du coup le jeu ouvert à des publics souvent négligés, qui sont plutôt les personnes qui ne jouent pas, ou les joueurs et joueuses plutôt casual, donc qui jouent de manière pas régulière ni fréquente, mais très peu, mais qui jouent quand même de temps en temps. Voilà. On va vérifier que vous avez bien compris la différence. Alors là, vous avez une capture d'écran du jeu, les Sims 4. Est-ce que ça parle à du monde? N'hésitez pas à lever la main pareil, comme ça je vois. Parfait. Bon, pour celles et ceux qui n'auraient pas levé la main, les Sims 4, c'est un jeu qui est maintenant gratuit. Le jeu de base est maintenant gratuit, donc tout le monde peut le télécharger et y jouer. Par contre, effectivement, vous devez payer tout ce qui est contenu supplémentaire, etc. Mais le jeu de base est maintenant gratuit. Donc, dans les Sims 4, vous pouvez créer des personnages, les contrôler, créer leur maison, faire leur vie. C'est un jeu de simulation de vie, hein, tout simplement. Quand vous commencez le jeu, vous avez des petits tutoriels qui vous expliquent comment est-ce qu'on fait telles actions, etc. Voilà, donc vous avez un peu une petite mise en place. En termes d'accessibilité, les Sims 4, ils proposent quelques fonctionnalités, mais bon, c'est pas vraiment ça. Il manque énormément d'options pour justement qui sont plus poussées pour que des personnes malvoyantes ou malentendantes puissent clairement jouer au jeu. Toutefois, ils sont très bons pour représenter les personnes, mais pas forcément pour y penser dans leur communauté. Avec ces éléments, ou votre connaissance du jeu, pour vous, est-ce que c'est plutôt un jeu accessible? Levez la main si vous pensez que ça l'est. Parfait. Abordable? Fantastique, vous avez compris la différence. C'est trop bien. Hop. Eh ben, je ne vais même pas passer à la conclusion de cette question parce que vous avez très bien compris. Donc maintenant j'ai parlé très rapidement de quelques exemples d'accessibilité dans le jeu vidéo de façon très rapide. Là, on va vraiment rentrer dans le détail, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, au tout début, je vous ai parlé de 6 catégories de handicap. Moi, j'ai tout découpé en 5. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se regroupent dans plein de choses. Donc, c'était plus simple en 5. Alors, je bois un peu d'eau et on passe à la suite. Alors, l'accessibilité dans le jeu vidéo, ça va bien au-delà de certains ajustements. Ça concerne diverses fonctionnalités, ça concerne des options de gameplay, ça concerne des outils spécifiques qui vont permettre de rendre un jeu accessible pour des personnes qui ont des troubles moteurs, visuels, auditifs, de l'élocution ou encore cognitifs. On va commencer dans un premier temps par les éléments moteurs. Et première problématique, c'est d'avoir du matériel adapté. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors je vous ai mis que 3 exemples. Bien entendu, il en existe encore des centaines, parce que les gens créent eux-mêmes leur propre matériel. Donc, dans les exemples, je vous ai mis les plus connus. Donc, le premier, c'est l'Xbox Adaptive Controller, qui n'est pas une manette à proprement parler, c'est un hub sur lequel on vient connecter différents outils. Donc, ça peut être des manettes, des interrupteurs, des pédales, des boutons, etc. Ce contrôleur, il permet de personnaliser les commandes selon les capacités physiques de la personne et qui va offrir une plus grande accessibilité et liberté. Alors, ce qui est très bien avec ce contrôleur, c'est qu'il peut être contrôlé avec les pieds. Voilà, si vous ne le saviez pas. À côté, vous avez la manette Access de PlayStation, qui est une autre option qui permet aux joueurs et joueuses de concevoir leur propre manette PlayStation à partir des différents éléments présents. Donc on peut changer la taille du joystick, c'est-à-dire qu'on peut avoir un tout petit bouton comme un très grand joystick. On peut avoir des boutons incurvés, comme des boutons plats. On customise en fait sa propre manette. Et enfin, je vous ai mis le joystick adaptif de Xbox, qui est sorti le mois dernier, si je ne me trompe pas. En septembre. Qui est un accessoire qui vient compléter soit le Xbox Adaptive Controller, soit la manette Xbox classique. Ça va peut-être vous faire rappeler à la Wii et le Nunchuck. Voilà. Bien entendu, comme je disais, c'est vraiment quelques exemples parmi une large gamme de dispositifs, parce que vous avez des contrôleurs qui existent, sur lesquels qui peuvent se manœuvrer avec le souffle, le mouvement des yeux et bien d'autres, pour permettre à chacun et chacune de jouer dans les meilleures conditions. Ça passait aussi par la possibilité de remplacer les contrôles en assignant de nouvelles touches que celles qui sont prédéfinies par défaut dans un jeu. J'ai un très très bon exemple là-dessus. Est-ce que vous avez joué à Palworld? Ça parle un peu de gens? Bon, ça parle un petit peu de gens. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, du coup, Palworld, c'est un jeu qui est très similaire à Pokémon, sauf qu'au lieu de collectionner les Pokémon, on les fait travailler. Voilà.
Dans Palworld, il y a un élément qui est assez indispensable, c'est fabriquer des éléments. Pour fabriquer des éléments, on doit rester appuyé sur une touche. Alors sur le clavier, c'est la touche F, sur la Xbox, c'est la touche X de mémoire. Les autres, je ne saurais pas vous dire. Mais du coup, il faut rester appuyé sur cette touche pour fabriquer des éléments. Alors, on peut se dire, bon, rester appuyé sur une touche, c'est pas très grave, mais quand on doit construire 50 fois le même élément, c'est très long. Ce problème, en fait, il a tellement saoulé les gens, et pas que des joueurs et joueuses qui n'ont pas de problème, hein, vraiment, qui sont en situation de handicap, ça a vraiment saoulé tout le monde, au point où, en fait, on a eu des threads sur Reddit où les gens étaient et vous utilisez quoi pour bloquer votre touche F ? Et du coup, il y avait des photos de gens qui avaient mis des capuchons de stylo sur leur clavier pour bloquer justement la touche F, pour que ça reste appuyé en continu. Des gens qui avaient mis un peu de poids sur leur manette Xbox pour justement que ça continue d'appuyer. Et en fait, si on avait donné la possibilité à des personnes de remplacer le fait de rester appuyé sur la touche F par on appuie une fois sur la touche F, ça aurait sauvé beaucoup de monde. Mais c'est en fait ce que j'essaye d'expliquer à travers cet exemple, c'est pour montrer qu'en fait, ça touche tout le monde, et pas que des personnes qui pourraient avoir des douleurs dans les doigts, que ce soit à cause de l'arthrite, de l'arthrose ou autre. C'est vraiment un problème plus vaste. Mais effectivement, le fait de pouvoir remapper, c'est quand même toujours plus intéressant. Un autre exemple, c'est par exemple, vous avez acheté un nouveau jeu, vous commencez à y jouer, et puis vous appuyez sur Z, et en fait, ça ne fait rien. C'est normal, les touches par défaut, c'est du QWERTY, pas de l'AZERTY. Et du coup, vous avez grâce à ces options, la possibilité de remplacer le Z, votre W par défaut, par le Z. Une autre façon de rendre les jeux plus accessibles, c'est en intégrant des éléments d'accessibilité directement dans le gameplay. Un excellent exemple, c'est Just Dance, qui propose des danses adaptées pour les joueurs et joueuses qui ne peuvent pas se lever ou qui ont des difficultés à bouger, à se tenir debout ou encore à faire des mouvements trop physiques. Ça permet à des personnes qui ont des problèmes de mobilité, comme les personnes en fauteuil roulant ou celles avec des douleurs articulaires, de pouvoir profiter du jeu de la même manière que tout le monde. Cet exemple montre que l'accessibilité ne doit pas forcément être un ajout ou un mode à part entière, mais peut directement être intégrée dans la conception du gameplay. Plutôt que d'imposer des actions spécifiques comme des mouvements de danse debout, le jeu va permettre à un plus grand nombre de personnes de jouer en fonction de leurs capacités. Au-delà de ça, on peut aussi voir une intégration pour justement des familles plutôt intergénérationnelles, des grands-parents qui souhaiteraient jouer avec leurs petits-enfants, mais qui ne pourraient pas à cause de douleurs articulaires. Typiquement, Just Dance pourrait se jouer avec des grands-parents et des petits-enfants, pour montrer l'aspect plus vaste que juste le handicap. Donc là, on a vu un peu tout ce qui était pour le moteur. On va passer maintenant à la vision. Alors, l'accessibilité visuelle dans les jeux vidéo, ça passe vraiment par plusieurs aspects essentiels, dont l'implémentation de fils de couleurs pour les personnes daltoniennes. Alors, un excellent exemple que je vais vous donner, c'est quand Baldur's Gate 3 est sorti. Alors, est-ce que ça parle à du monde ? Parfait. C'est un RPG qui est sorti récemment, qui est très bien, je vous le recommande. Mais en fait, il y avait un souci à la sortie du jeu, c'est que sur la minimap, pour des personnes daltoniennes, les alliés et les ennemis avaient la même couleur. Ce qui fait que lors des combats, des joueurs et joueuses se sont retrouvés à attaquer leur propre équipe au lieu d'attaquer les ennemis. Bon, depuis, ils ont amené des correctifs et ils ont fait en sorte que ce problème soit corrigé. Et maintenant, on a bien une distinction de couleurs entre nos alliés et nos ennemis. Je vous ai mis un exemple de Fortnite qui vous propose dans les options justement de pouvoir vérifier que vous voyez bien les lamas au centre des cercles. Et vous allez sélectionner votre mode de daltonisme. Donc là, je crois que par défaut, c'est la c'est trop petit, tritanopie. Voilà, vous avez plusieurs types de daltonisme. Et en fait, en fonction de ce que vous sélectionnez, les couleurs ne seront pas les mêmes forcément. Alors, petite anecdote, c'était pas cette image-là que j'avais à l'époque quand je l'ai fait chez Gaming Campus, cette conférence. J'en avais une autre. Et à la fin, j'ai quelqu'un qui est venu me voir pour me dire moi, les couleurs, elles étaient toutes pareilles. Bon. Mais ça passe aussi par agrandir les éléments de l'interface de jeu. C'est pas que du daltonisme. On a aussi des personnes malvoyantes qui jouent aux jeux vidéo, donc pour ça, il faut adapter les interfaces. Par défaut, s'il vous plaît, quand vous créez un jeu vidéo, essayez de mettre 26 pixels minimum pour tous vos textes. Ce serait parfait. Ça permettrait, c'est un minimum qui est bien, parce que si vous regardez des jeux comme
Wukong qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui a beaucoup fait parler de lui pour diverses raisons, et ben, les sous-titres sont minuscules. Ils sont en 8 pixels, donc quand on joue sur un 34 pouces, c'est compliqué 8 pixels. Mais du coup, effectivement, là je vous ai mis un autre exemple, c'est celui de The Last of Us Part 2, qui peut se jouer par des personnes entièrement aveugles. Parce qu'on va tout mettre sur le son. On va tout mettre sur vraiment le son. Et pour des personnes qui seraient malvoyantes, The Last of Us Part 2 est également accessible parce qu'on va vraiment pouvoir agrandir tous les éléments du jeu. On va pouvoir avoir des choses qui sont mises en couleur, on va pouvoir avoir vraiment beaucoup d'éléments. Et également, je vais vous parler d'un jeu, c'est Forza. Forza peut également, alors c'est pas tous les Forza, je crois que de mémoire c'est que le dernier, peut être joué par une personne entièrement aveugle grâce au signal sonore dans le jeu. Donc la personne, c'est si elle se retrouve dans l'herbe, si elle est sortie du circuit, si elle est en sens inverse. Voilà, je trouve ça fantastique. Ça passe aussi par la possibilité d'utiliser le lecteur d'écran de son choix. On a des personnes qui ont l'habitude d'utiliser un lecteur d'écran, qui l'ont paramétré d'une certaine façon pour naviguer sur le web, et qui n'aimeraient pas perdre du temps à essayer de reparamétrer un nouvel lecteur d'écran, ou encore de devoir se réadapter à un lecteur d'écran déjà intégré dans un jeu. Diablo 4 vous permet d'utiliser le lecteur d'écran de votre choix. Alors, à la sortie, NVDA ne fonctionnait pas. De mémoire, c'était que JAWS qui fonctionnait très bien avec Diablo 4, mais ils ont amené des correctifs par la suite pour permettre du coup à des joueurs et joueuses d'utiliser NVDA pour jouer à Diablo 4. Alors cette approche, elle démontre qu'en fait, en plus d'offrir des options de personnalisation visuelle et sonore, les jeux ils peuvent aussi intégrer des solutions d'assistance numérique pour rendre les informations du jeu accessibles. Et l'intégration d'un lecteur d'écran et la compatibilité avec des outils tiers, c'est des exemples concrets dont l'accessibilité peut être intégrée de façon fluide dans un jeu sans compromettre l'expérience de jeu. Alors, l'accessibilité auditive dans les jeux vidéo, ça va principalement se jouer sur l'intégration de feedback visuel. Vous avez ici une capture d'écran des options du jeu League of Legends. Bon, je pense que ça doit parler un peu plus de monde maintenant avec la sortie de la saison 2 d'Arcane. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire et je vous explique très rapidement ce que c'est plus tard. Mais une des options du jeu, alors on ne le voit pas beaucoup sur la slide et j'en suis désolée, mais c'est que dans ce jeu, on a, je vais y arriver, des ennemis ou des alliés qui peuvent utiliser des attaques qui sont basées uniquement sur un aspect visuel. C'est-à-dire qu'on va avoir la carte qui va s'assombrir, on va avoir certains éléments comme ça. Non, pardon, c'est le son, pas la vision. Je m'embrouille. Non, ça va plutôt être des attaques qui sont basées sur le son. Donc on va attendre un ennemi crier. Mais bon, si on a des difficultés à entendre, on n'entendra pas crier ce personnage. Du coup, cette option, elle permet en fait d'avoir une petite notification visuelle qui s'affiche sur l'écran avec la photo, enfin l'image du champion en question qui crie. Et ça va vous indiquer que l'attaque a été lancée. Très pratique, hein, si jamais vous ne pouvez pas jouer avec le son ou que vous ne pouvez pas entendre. C'est pas mal. Autre chose intéressante, les sous-titres. Alors les sous-titres, j'ai des statistiques très intéressantes à vous donner. C'est celle de David Tisserand, qui est le directeur d'accessibilité chez Ubisoft. Alors, dans ces statistiques, qu'est-ce qu'on a ? On a, en 2018, Assassin's Creed Origins est sorti, et les sous-titres n'avaient pas été activés par défaut. Donc on lançait le jeu, on n'avait pas de sous-titres. 60% des joueurs et joueuses sont partis dans les options pour activer les sous-titres. Bon. Ça veut dire que 40% ne l'ont pas fait. L'année d'après, donc en 2019, c'est Assassin's Creed Odyssey qui est sorti, et les sous-titres, pour le coup, avaient été activés par défaut. Et là, ils se sont rendus compte que 95% des joueurs et joueuses ont gardé les sous-titres. Donc ça veut dire que seulement 5% sont partis dans les options pour les désactiver. Pareil, quand Far Cry New Dawn est sorti, c'est 97% des joueurs et joueuses qui ont laissé les sous-titres. Alors ces chiffres, ils montrent clairement en fait, qu'une majorité de joueurs et joueuses préfèrent avoir les sous-titres activés. Ça ne concerne même pas seulement les personnes malentendantes, hein, ça concerne vraiment des joueurs et joueuses qui souhaitent tout simplement profiter de l'expérience de jeu de manière plus immersive ou plus claire. L'un des progrès les plus significatifs pour améliorer l'accessibilité auditive dans les jeux vidéo, c'est l'inclusion de la langue des signes.
Alors ça permet non seulement de rendre les dialogues et les interactions plus accessibles pour les joueurs ou les joueuses qui sont sourdes ou malentendantes, mais c'est également de célébrer un peu la diversité culturelle et linguistique dans les jeux. Donc je vous ai mis, on va parler d'abord par l'exemple qui est le plus loin, qui est du coup Spider-Man Miles Morales. Et en fait dans ce jeu, un des exemples intéressants, c'est l'utilisation de la langue des signes américaine pour la communication entre les personnages. Cette approche, en fait, elle va permettre non seulement aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir suivre des dialogues, parce que du coup, pour les joueurs qui ne connaissent pas la langue des signes, il faut activer les sous-titres. C'est ça que je trouve très drôle et très intéressant. Mais ça rend l'expérience de jeu à la fois plus immersive, mais aussi, on a un sentiment de représentation, ce qui est pas mal dans le jeu vidéo. L'autre exemple que je vous ai mis, c'est encore un jeu Forza. Forza, ils sont très bons en termes d'accessibilité, de comment on amène des choses, comment on rend des jeux accessibles, où là, on a carrément en fait, des interprètes en langue des signes qui sont affichés pendant les cinématiques et les dialogues, en plus d'avoir des sous-titres. Voilà, plus de langue des signes dans les jeux, s'il vous plaît. L'élocution, dans le jeu vidéo, c'est un aspect qu'on sous-estime énormément en matière d'accessibilité, pourtant, on a beaucoup de personnes qui ont des difficultés liées à la communication. Alors là, je vais parler à la fois verbale et orale et écrite. Alors, plusieurs problématiques. La première, on peut avoir des personnes qui ne peuvent pas parler, soit parce qu'elles sont muettes, soit parce qu'elles ne souhaitent pas parler, soit parce qu'elles ne peuvent pas parler. Ce qui peut rendre la communication verbale dans les jeux en ligne très compliquée. On a aussi des joueurs et joueuses qui ne maîtrisent pas la langue de leurs coéquipières. Il y en a qui peuvent parler en anglais, d'autres en turc, d'autres en... Enfin, toutes les langues, en fait. Et ça peut être très compliqué quand on a la barrière de la langue. Les troubles 10 également, comme la dysphasie, où ces personnes peuvent avoir du mal à s'exprimer verbalement, ou encore la dyslexie pour l'expression à l'écrit. Voilà. Donc ça vous explique un peu les différents problèmes qu'on peut avoir avec l'élocution dans le jeu. Mais il y a des choses qui ont été mises au point justement pour aider toutes ces personnes. C'est du coup les options de chat rapide que vous avez à l'écran. Donc là, vous avez un exemple de Rocket League, dans lequel vous avez du coup des textes préparamétrés et vous n'avez plus qu'à faire des combinaisons de touches pour que ces textes apparaissent à votre équipe. Également à côté, vous avez Pokémon Unite, que j'adore. Ou pareil, vous avez des options de texte déjà paramétrées et vous n'avez plus qu'à les utiliser dans le jeu. Et tout le monde comprend parce que les traductions sont faites automatiquement. Voilà. Alors, une autre problématique qu'on ne voit pas forcément tout comme ça, mais que certaines, je précise, l'ont peut-être déjà vécu, c'est dans les jeux en ligne où on doit parler. Quand on est une femme, c'est compliqué. Et du coup, en fait, ces outils, qui sont plus là pour de l'accessibilité, peuvent nous aider. Voilà, comme quoi ça va bien plus loin. Alors la communication dans les jeux vidéo, elle peut être améliorée grâce à des solutions alternatives comme ces messages rapides ou des émoticônes ou d'autres choses. Ça permet d'inclure tout type de joueurs et joueuses, quels que soient leurs besoins en matière d'élocution. Ces outils ne sont pas seulement utiles pour des personnes qui ont des difficultés, ils sont utiles vraiment à plus de monde pour différentes raisons, dans différents contextes. On a parlé de phobie au tout début, si vous vous souvenez. Je vous avais dit que pour le web, c'est vrai que, bon, à part si vous avez fait une version spéciale Halloween sur votre site et que vous avez mis des araignées partout, vous avez peut-être pas, enfin, ça vous a peut-être pas touché plus que ça. Et bien, dans le jeu vidéo, c'est un gros problème, les phobies. Je vous ai mis 2 exemples. Le premier, vous avez un petit chamallow tout mignon avec des yeux rouges. C'est une araignée dans Grounded, quand on active le mode arachnophobie. Voilà. Grounded, c'est un jeu en fait, dans lequel vous vous retrouvez rétréci et puis vous devez vous promener dans un jardin. Qui dit jardin dit insecte dit araignée, et qui dit araignée dit arachnophobie. Je ne vous ai pas fait l'affront de vous mettre l'image avec l'araignée et comment elle se transforme en chamallow, mais du coup, c'est une araignée, une fois le mode arachnophobie activé. Alors, juste à côté, c'est pas un problème de texture. Le scorpion est bien cubique, c'est normal. Il n'a pas de pointe au niveau de la queue, on n'a plus les pinces qui sont très pointues, comme c'était à l'origine, et vous n'avez plus les espèces de mandibules autour de la bouche comme c'était au début. Et bien c'est parce que le mode arachnophobie a été activé également. On a retiré un peu tous les attraits arachnéides du scorpion pour le réduire à une espèce de cube.
à certains endroits, pas partout. On arrive à distinguer que c'est un scorpion. De la même manière, en fait, vous avez aussi des jeux où vous avez des passages à faire sous l'eau. Et bien, pour les personnes qui souffrent de thalassophobie, ces passages peuvent être très éprouvants. Et du coup, il y a des choses qui sont mises en place, avec notamment la possibilité de supprimer certains éléments marins pour réduire cette tension dans l'océan, ou encore de permettre de respirer sous l'eau, ou ce genre de choses, dans le jeu, bien entendu, pour justement pallier à tous ces éléments de peur. Ça va un peu plus loin, avec notamment, du coup, des avertissements de contenu. Je passerai à la photosensibilité après, on va passer à la capture d'écran tout à gauche, où c'est un jeu qui va nous prévenir du contenu à venir. C'est-à-dire que, par exemple, on joue un jeu, on arrive devant une porte, et là, on ne sait pas ce qui se trouve derrière la porte. On a ce petit message qui nous dit que la section qui va arriver va contenir des images, des images d'une mort lente et violente par arme à feu. Voilà. Pour certaines personnes, ça peut être trigger de trauma. Ça peut être des triggers. Pour d'autres, ça peut rappeler certaines situations qui ont été vécues par eux ou par des proches. Donc ça peut être des choses qui peuvent porter atteinte à la santé mentale à un certain degré. Et du coup, en fait, ces avertissements de contenu, soit ils vont nous permettre de sauter des cinématiques qui peuvent être problématiques, soit ça va nous permettre justement de faire des choix un peu plus éclairés sur notre expérience de jeu, se dire là je ne suis pas forcément dans un bon état d'esprit, donc je reviendrai peut-être y jouer dans 3 semaines, ce genre de choses. Donc les avertissements de contenu, très important pour l'accessibilité. Voilà. Maintenant, avertissement pour la photosensibilité, je pense que vous avez compris, mais c'est plutôt pour les personnes épileptiques. Dans certains jeux, on va avoir des cinématiques qui vont avoir des forts contrastes lumineux, avec des effets stroboscopiques, des lumières clignotantes, qui peuvent poser des risques pour les personnes sensibles à la lumière épileptique. Ça peut aussi être... et du coup, alors soit on a des avertissements, et on fait avec, parce qu'on n'est pas toujours averti avant le lancement d'une cinématique, malheureusement. Soit on a aussi des jeux qui vont nous permettre dans les options de désactiver ou d'adapter les effets visuels pour justement réduire les effets de clignotement, les effets stroboscopiques, etc. Pour éviter de déclencher une crise. Parce que quand on joue, on n'a pas envie de déclencher des crises. Donc tous ces avertissements à la fois de contenu, mais aussi pour la photosensibilité, ils sont là pour protéger les joueurs et joueuses, mais aussi pour leur offrir un contrôle sur leur expérience de jeu. J'insiste, c'est vraiment l'idée de contrôle d'expérience de jeu qui est assez intéressante là-dedans. Ça permet du coup aux personnes de vraiment s'engager avec un contenu ou de l'éviter en fonction de leurs besoins personnels et de leur confort. On va passer à la partie la plus longue de ces piliers. Ah non, on est déjà dedans, pardon. Mais là, c'est la suite. Et en fait, ça va bien au-delà, pour la cognition, ça va vraiment bien au-delà de la simple prévention des contenus traumatisants, des effets stroboscopiques et des phobies. Ça va aussi être des aides pratiques pour les joueurs et joueuses qui peuvent rencontrer des difficultés avec la mémoire ou l'attention. Notamment pour ceux qui ont des périodes longues, qui jouent sur des périodes longues, qui arrêtent un jeu et qui reviennent dessus plus tard, eh bien, avoir des résumés de ce qu'on a fait dans son aventure, c'est pas mal. Dragon Quest XI, il vous propose à chaque lancement du jeu une fonction de résumé qui est proposée pour rappeler aux joueurs et joueuses ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant. Ça permet que si vous arrêtez d'y jouer et que vous revenez 6 mois après, vous savez ce que vous devez faire et ça c'est bien. Les journaux de quête et suivi des objectifs. Alors, je voulais vous mettre celui de Baldur's Gate 3 que je trouve très complet, mais j'avais peur de spoiler les gens, donc je ne l'ai pas mis. Du coup, vous avez celui-là. Je ne sais même plus de quel jeu c'est tiré, pardon. Mais en fait, ces jeux ils vont vraiment intégrer des journaux de quête détaillés avec des résumés clairs sur les missions en cours, sur ce qui a été réalisé potentiellement, sur ce que vous devez faire, les différentes options qui vous sont proposées. Et ça permet de réduire aussi beaucoup la frustration. Personnellement, moi, je suis le genre de personne qui va se lancer dans une quête, qui va dire « je ne vais faire que ça ». Puis, même en voulant faire que ça, je me retrouve avec plusieurs personnes sur mon chemin qui me disent hey, « tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça ». Et du coup, je fais « bon, oui, je vais tout faire ». Et c'est frustrant parce que je suis perdue au bout d'un moment, parce que je ne sais plus quoi faire. C'est également proposer des cartes annotables. Alors, vous avez l'exemple des jeux Zelda sur Nintendo DS,
où en fait, ce qui est trop bien, et ce que j'adorais, c'est que on pouvait dessiner sur les maps. Voilà, et je peux plus le faire maintenant dans les jeux, enfin, dans certains jeux. Dans Pokémon, alors c'est lesquels? C'est Violet, j'ai dû imprimer la carte pour pouvoir dessiner dessus, parce que c'était très frustrant. Et voilà, donc s'il vous plaît, faites des maps à noter, c'est trop cool. Mais ça permet aussi de savoir, de se dire, tiens, je reviendrai plus tard ici, je vais me le noter, et comme ça, je saurai ce que j'ai à faire plus tard. Des modes d'assistance, j'en ai parlé au tout début quand on parlait des jeux abordables. C'est pour permettre à des personnes novices de pouvoir y jouer, mais ça permet aussi d'intégrer des aides pour des personnes qui pourraient avoir des difficultés. On ajoute du temps pour des personnes qui ont des difficultés au niveau des motrices, etc. Ça, c'est cool. Un autre truc dont on ne parle pas assez, c'est la cybercinétose. Alors, cinétose, c'est le mal des transports. Cyber, c'est le mal des transports de façon virtuelle. Et le jeu vidéo, ça peut vraiment causer beaucoup de cybercinétose. Notamment dans des jeux où vous êtes à la première personne et que vous devez courir, sauter, faire des choses, et ça donne très vite le mal de mer. Donc on propose des options pour réduire les mouvements de caméra, on propose des options pour régler le champ de vision, et on propose des options pour réduire les effets visuels. Voilà. Donc, on a fait le tour de tous les piliers de l'accessibilité dans le jeu vidéo. Maintenant, pourquoi rendre son jeu accessible? Bon, vous l'avez compris avec tout ce que je vous ai raconté, mais quand on design pour les handicaps, en fait, on design pour tout le monde. C'est le Curve Cut Effect, que je vous mets là. Si jamais vous voulez qu'on en parle après, on pourra. Dans le jeu vidéo, c'est la même chose. Quand on permet à plus de personnes de pouvoir jouer au jeu, si le jeu il est trop bien, ça fait forcément plus de ventes du jeu, à condition de bien communiquer sur ces options d'accessibilité avant. Et voilà. Alors c'est bien tout ça, mais comment on fait concrètement? Parce que je vous ai raconté plein de choses, mais bon, un peu compliqué. Alors, comme pour le web, en fait, on a des référentiels, des guidelines qui existent. Donc vous connaissez peut-être le RG2A. On a les Xbox Accessibility Guidelines, les Game Accessibility Guidelines, une formation Accessible Player Experience, et vous avez même un cours gratuit de Microsoft. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis un petit QR code, n'hésitez pas à le scanner maintenant, comme ça vous l'avez, sur lequel ça va vous ramener vers un repo GitHub avec toutes ces ressources. Je vous laisse un petit peu de temps, et on va vite enchaîner sur le reste, parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Ouais, effectivement. Je reviendrai sur cette slide après pour celles de ceux qui n'ont pas eu le temps de scanner. Voilà, pas de souci. Au pire, vous pourrez venir me voir pour scanner. Ça, je vous ai mis un exemple un peu de ce que pourrait ressembler une architecture modulaire pour gérer l'accessibilité dans un jeu vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous le retrouverez également sur le GitHub que je vous avais juste avant. Mais à quel moment on fait ça? Alors, c'est simple, la réponse elle va être très simple, c'est dès le début. Le faire plus tard, c'est plus coûteux, que ce soit en temps ou en argent. Alors pourquoi des petits muffins aux myrtilles? Tout simplement parce que Lainey Feingold, qui est une avocate spécialisée dans les droits des personnes handicapées, elle a écrit un article qui s'appelle « Accessibility is Delicious », dans lequel en fait, elle compare, plusieurs personnes d'accessibilité comparent l'accessibilité à la préparation d'une recette. Donc moi, je vous ai pris l'exemple des muffins aux myrtilles. Donc si je veux faire des muffins, je prépare ma pâte, je mets mes myrtilles et puis j'enfonde tout. Mais en fait, si j'oublie mes myrtilles, il va falloir soit que je recommence tout, soit que j'essaye de trouver un moyen pour ajouter les myrtilles après la cuisson de mon muffin. Et ça va être soit plus complexe, soit plus coûteux, parce que s'il faut que je jette et que je recommence tout, ça perd des sous. Et surtout moins efficace. Et c'est exactement pareil avec l'accessibilité dans le jeu vidéo, ou même dans vos projets web. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut même faire le parallèle avec le web. Alors, c'est bien, mais c'est pas que le jeu vidéo qui doit être accessible en lui-même, c'est aussi l'écosystème autour. Alors, je ne sais pas qui parmi vous... Alors, avec la dématérialisation du jeu vidéo, vous avez peut-être un peu moins l'expérience, mais qui parmi vous a déjà galéré à ouvrir un nouveau jeu parce qu'il était sous un blister trop pénible à ouvrir? Parfait, fantastique. Et là, vous avez l'exemple de la manette Access de PlayStation. Non seulement la boîte elle est conçue pour être ouverte d'un seul doigt, je trouve ça fantastique. Vous avez besoin que d'un doigt pour ouvrir tous les éléments de la boîte. Tout l'emballage il a été pensé pour être plus accessible. Et il suffit de voir un peu toute la retombée que ça a eu sur les réseaux. Juste à côté, vous avez une quantité d'unboxing assez impressionnante. Donc en plus, c'est un argument marketing. Parfait. Alors, la conclusion que je voulais vous donner, c'est un tweet de Grant Stoner, qui est un journaliste spécialisé dans l'accessibilité des jeux vidéo, qui a notamment écrit pour IGN, qui résume parfaitement ce que j'essaye d'expliquer dans cette conférence. C'est que l'accessibilité, c'est une conception de communauté, de rupture des normes culturelles,
L'accessibilité est et sera toujours plus que des paramètres. Félicitations, vous venez de débloquer un nouveau succès, celui de rendre votre jeu vidéo accessible. C'est une étape clé, mais souvenez-vous, l'accessibilité, c'est un voyage continu, pas une destination. Voilà. Avez-vous des questions ? Le QR code, là, c'est juste pour donner un feedback de la conférence. Mais si vous voulez, je vous remets le QR code pour le repo. Ouais, déjà, merci. Et j'étais curieux sur Gamer. Voilà, si tu pouvais juste nous en parler un tout petit peu rapidement. Je pense qu'on peut prendre un peu de temps après en informel, si tu veux. Ce sera comme ça. Parfait. Et puis après, j'ai plein d'autres questions au fur et à mesure. Donc ok, ça marche. Avec plaisir. D'autres questions ? Je vous remets la slide rapidement si vous voulez reprendre le repo. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Personnellement, je suis développeuse mobile et du coup, l'accessibilité sur les applis mobiles, c'est un vrai enjeu. Et nous, régulièrement, on peut avoir des audits qui sont faits par des sociétés externes pour décider du niveau d'accessibilité d'une application. Donc ça se fait côté web, mais aussi un peu maintenant côté mobile. Je me demandais du coup, est-ce qu'il y a des entités qui font des audits de jeux vidéo ou c'est purement des retours de joueurs qui sont pris en compte et qui font que y a des démarches prises derrière, quoi. Yes. Alors, effectivement, il y a des entreprises qui existent, qui sont spécialisées dans l'audit de jeux vidéo. Vous avez aussi des associations, et je recommande de faire appel à ces associations, notamment Cap Games en France, qui justement est une association qui regroupe plusieurs joueuses et joueuses handicapées, qui vont justement faire un peu de conseils pour les entreprises de jeux vidéo. Au-delà de ça, vous avez aussi des freelances. Il existe vraiment beaucoup de freelances dans ce domaine-là. Pareil, n'hésitez pas à les contacter. Si besoin, sur le repo que j'ai mis, j'ai déjà mis des liens vers justement les sites et autres qu'on peut contacter. Vous avez aussi pas mal une communauté bénévole qui rédige des articles sur est-ce qu'un jeu est accessible ? Oui, non, pourquoi ? Voilà. Merci pour la présentation. Est-ce que vous trouvez que les moteurs de jeu, les Community Unreal, ils implémentent assez de features d'accessibilité ou alors est-ce qu'il y a quand même besoin d'un effort de développement pour ajouter de l'accessibilité ? Ouais. Alors, Unity et Unreal, c'est les deux premiers que j'ai mis dans la liste. Vous avez un plugin pour Unity qui est le Accessibility Plugin qui aide pas mal. Pour Unreal, vous avez carrément des fonctionnalités qui sont mises en place pour vous aider. Le seul truc que je dirais, c'est qu'il y a effectivement des efforts de développement en plus à faire, quoi qu'il arrive. C'est notamment pour ça que ces guidelines existent. Elles aident justement à aider à accompagner les développeurs et développeuses de jeux vidéo pour s'assurer que c'est accessible au maximum. Au-delà de ça, c'est surtout en intégrant des personnes handicapées dès les tests utilisateurs, dans les prototypes, etc., qu'on se rendra compte qu'un jeu est accessible ou pas. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, c'était intéressant. Je voulais savoir, alors peut-être que ça a été dit et je n'ai pas retenu, mais qu'est-ce qui existe en termes d'accessibilité pour les gens qui ont des soucis de type intellectuel ? Parce que par le passé, j'ai eu un stage à faire, et notamment sur de l'animation numérique, et on a eu à un moment donné des personnes qui venaient des AT, donc c'est des gens qui ont des troubles relativement lourds, des retards mentaux, etc. etc. Et c'est vrai qu'on a voulu leur faire jouer à des jeux vidéo,
Mais pour certains, comme ils ne savaient ne serait-ce que même pas lire, comment on fait pour rendre accessibles les jeux vidéo à des troubles aussi lourds? Alors, tout va dépendre du type de jeu. Alors, effectivement, dans mon tout début, j'ai pris l'exemple de Professor Layton qui pouvait être très complexe à certains niveaux. Une des solutions qui a été mise en place par Professor Layton, justement, pour ne pas bloquer les gens dans le jeu, c'est en proposant des aides à la résolution des énigmes. Je pense que ça peut être aussi en proposant de l'aide de façon un peu générale dans le jeu, expliquer au maximum avec le plus de tutoriels possible, pas forcément que textuel pour le coup, ça peut aussi être avec des informations sonores, ça peut être des personnages qu'on intègre dans le jeu qui vont faire le tutoriel avec du dialogue, toujours les sous-titres par contre. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, après vraiment ça va dépendre du type de jeu, parce que il y a des jeux, comme j'expliquais, qui auront des barrières intentionnelles, et malheureusement elles sont là pour une raison. Mais ça va vraiment dépendre du type de jeu, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux transmettre aussi à ces personnes. Il y a beaucoup de choses. Désolée, je ne peux pas répondre plus. Merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur ces enjeux d'accessibilité dans le jeu vidéo. On n'a plus de temps pour les questions. Ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à aller voir cette intervenante autour d'un café. Yes. Et je vous mettrai les slides sur le repo.